Bonjour à tous, il est 11 heures. On va laisser 2-3 petites minutes aux prochains inscrits qui doivent nous rejoindre. Là, je vois que vous êtes 60, on attend encore un peu de monde. On va pouvoir commencer. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, on a souhaité vous parler, c'est un petit peu des boutiques en ligne. Le but de notre webinaire aujourd'hui, j'ouvre ma boutique en ligne, c'est vraiment de faire un tour d'horizon des solutions qui s'offrent à vous si je décide de vendre en ligne. On ne va pas aller dans un détail, c'est voulu, il y a des webinaires suivants qui rentreront bien plus dans le détail. Aujourd'hui, c'est vraiment un tour d'horizon. Si je décide d'ouvrir un site web, comment faire et à quoi il faut que je pense. On va pouvoir commencer tout de suite avec ce que je vous propose de faire. L'ordre, c'est qu'on va regarder un petit peu comment je crée ma boutique, les petits aspects, nom de domaine, hébergement, comment une fois que j'ai une boutique, je peux l'optimiser, les solutions de paiement et les dispositions légales qui sont un critère à prendre en compte dans l'ouverture de ma boutique. Des petits chiffres pour commencer, c'est les chiffres qui nous ont été parvenus de la FEVAD en 2021. On n'a pas encore les chiffres 2022 qui ne devraient pas tarder à sortir. On a 80,4% d'acheteurs en ligne en France et 80,4% d'acheteurs en ligne dans le Grand Est. 69% des e-acheteurs qui considèrent que les commerces de proximité devraient proposer de la commande en ligne et plus de 12% de sites marchands entre 2020 et 2021. Pour vous montrer un petit peu à la fois la demande de la part du consommateur de trouver des sites en ligne, mais aussi le fait que de plus en plus les entreprises s'y mettent et on a une vraie attente du e-acheteur sur de la possibilité d'achat en ligne de manière locale. Donc, globalement, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, quand j'ouvre ma boutique en ligne, j'ai globalement 3 offres possibles qui vont s'offrir à moi. Je peux faire appel à un prestataire, on établit un cahier des charges, quelqu'un me crée mon site web. Je peux utiliser un CMS assisté, c'est-à-dire une solution préconçue qui va me donner des petites idées. Voilà, ici, écrivez-moi votre titre, ajoutez-moi un produit et vous remplissez simplement les informations. Ou alors un CMS plus large, où là, vraiment, on part de rien, on crée. L'exemple le plus classique, WordPress. Ils ont tous des avantages, des inconvénients qui vont être différents. Ça va dépendre à la fois de vos moyens financiers, de vos moyens en temps, mais aussi de vos habilités. Qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que j'ai comme temps et comme moyen humain pour le faire. Globalement, vous vous en doutez, d'un point de vue tarifaire, ce qui sera le plus intéressant, c'est de faire moi-même. Moins je demande de l'aide, moins c'est cher, mais plus ça me demande de compétences. Faire un appel à un prestataire, ça va être la solution qui sera la plus onéreuse. Utiliser un CMS assisté comme Wix, un entre-deux, on a un coût, mais un coût qui n'est pas des plus importants. Et le CMS comme WordPress, si je crée moi-même, forcément, ça me coûtera moins cher. De manière inverse à cela, l'investissement en temps. Si je fais appel à un prestataire, je vais avoir beaucoup moins de temps à dépenser que si je le fais moi-même. L'entre-deux, une fois de plus, le CMS assisté comme Wix ou PrestaShop, où étant donné que j'ai déjà une structure qui existe, moi je vais simplement entrer mes informations, je vais passer du temps, mais beaucoup moins que dans le cadre d'un CMS pur et dur comme WordPress. Camille, Dis-nous tout, c'est Pierre. quoi un CMS? Alors, un CMS, très bonne question. Le CMS, ça va simplement être l'appellation un petit peu barbare en anglais, en fait, c'est Content Management System. C'est un système de gestion de contenu. Globalement, ça veut dire c'est un site web qui va vous proposer, enfin, c'est une plateforme web qui va vous permettre de créer votre site web dessus. Un CMS, c'est globalement une plateforme. Soit vous avez le CMS, c'est une plateforme neutre que vous créez vous-même, soit ce qu'on a nous appelé un CMS assisté comme WordPress. Ça va être une plateforme mais avec déjà des menus préconçus que vous n'avez plus qu'à remplir. Merci. Merci Pierre-Étienne. Au niveau de la complexité d'utilisation, de la même manière que l'investissement en temps, si je demande à un prestataire de faire pour moi, forcément, ce sera beaucoup plus simple que si je fais moi-même. Avec un CMS assisté comme WordPress, il y a beaucoup de tutoriels en ligne et je vais avoir quand même de l'information qui sera accessible. Au niveau de la personnalisation, par contre, on change un petit peu la tendance, puisque que je fasse appel à un prestataire ou que je travaille moi-même avec un CMS dur, ça va être peut-être plus aisé pour moi de le personnaliser puisque je vais vraiment y mettre mes critères. Avec un CMS assisté comme Wix, par exemple, j'aurai beaucoup moins de possibilités créatives. Je vais avoir un menu qui est assez figé, je vais pouvoir changer moi mes photos, mes descriptions, mais d'un point de vue de la forme, j'aurai quelque chose d'assez figé. Au niveau du référencement, en termes de complexité,
Forcément, si je fais appel à un prestataire, on considère que si vous faites appel à un prestataire, on est sur un prestataire de qualité. Donc forcément, vous allez avoir un référencement qui sera optimisé. Avec un CMS assisté, vous avez des petits outils préconçus qui vont pouvoir améliorer le référencement dans l'idée où on va vous expliquer balises, données. Vous allez pouvoir ajouter les informations qu'on précise et le CMS lui-même est déjà optimisé. Dans le cas où, par contre, vous partez sur un site web type WordPress, là, le travail, il est 100% à vous. C'est à vous de bien penser votre référencement lors de la création du site web, les différentes structures qu'on va créer, mais aussi au niveau du texte, des métadonnées. Le CMS il sera bien entendu possible de travailler le référencement, mais par contre, ce qu'il va falloir garder en tête, c'est que dans le cadre du référencement, ce sera 100% à moi de travailler, on part de rien. Au niveau du support, on va reprendre le même schéma. Bien entendu, si j'ai un support avec un prestataire, c'est lui qui gère, il n'y a pas de souci. Un CMS assisté, selon la question, je peux avoir le service client du prestataire qui va m'aider, qui va m'aiguiller. Le CMS, par contre, étant donné que c'est moi qui ai créé, je suis seul support. À noter tout de même que selon le choix du CMS, moi je prends l'exemple de WordPress, pas parce que j'ai quoi que ce soit à vous vendre chez eux, mais simplement parce que c'est le plus utilisé. Avec un CMS comme WordPress, vous n'allez pas avoir une assistance, mais par contre, vous retrouverez quand même beaucoup d'informations en ligne, puisque c'est des supports qui sont très utilisés. Vous allez avoir beaucoup de vidéos sur YouTube de formation, beaucoup de tutoriels, de forums sur lesquels vous allez pouvoir trouver des informations et une communauté qui est quand même assez vivante. Voilà un petit peu pour vous faire un aperçu des 3 solutions qui s'offrent à vous et vous montrer qu'il n'y en a pas une qui bat toutes les autres. Forcément, le prestataire, il coche beaucoup plus de verres, mais il a un coût vraiment plus important que les autres. Entre un CMS assisté et un CMS où je vais travailler moi de manière brute, je vais avoir des disparités. Certaines seront plus avantageuses dans un cas que dans l'autre, mais il n'y a pas du tout blanc, il n'y a pas du tout noir. C'est à moi de trouver le bon compromis. Un CMS assisté, je vais avoir quelque chose de très normé dans lequel je vais rentrer mes informations, ce sera peut-être plus simple. Là où le CMS me permettra par contre d'avoir quelque chose de plus personnalisé, mais qui me demandera peut-être de dépenser plus de temps. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur les différentes possibilités qui s'offrent à vous en termes de choix. Une fois que j'ai décidé de la manière dont je souhaitais travailler, est-ce que je vais faire appel à un prestataire, utiliser un CMS ou un CMS assisté, viennent se poser d'autres questions qui se poseront à moi dans tous les cas. La question première qu'on va se poser, c'est la question du nom de domaine et de l'hébergement. Le nom de domaine, c'est ce qui va suivre votre www. www.cma-grandest.fr. C'est mon nom de domaine. C'est l'identifiant en fait du site web avec une extension. On en parle juste un petit peu après en détail. Plusieurs possibilités d'extension, les plus communes, .fr, .com. L'hébergement à prendre en compte aussi. L'hébergement, l'espace de stockage sur des serveurs. On va avoir différentes prestations en fonction des hébergeurs. L'hébergeur, c'est là où vous stockez votre site web. Votre site web, il est accessible en ligne, mais il est forcément stocké quelque part. Les points importants, pour le nom de domaine, m'assurer qu'il soit disponible. Ça vous semble peut-être bête, mais c'est la vraie première question à se poser. Est-ce que le nom de domaine que je souhaite utiliser est utile ? Si j'ai un nom d'entreprise qui est vraiment très particulier, je vais peut-être avoir des chances que, pas de souci, c'est bon, mon site web le nom de domaine de mon site web est disponible. Mais si j'ai un nom relativement commun, prenons l'exemple, j'ai vu qu'on avait des coiffeurs, Coiffure Marie, il y a de fortes chances qu'il y ait une autre Marie qui ait appelé son salon Coiffure Marie. Donc, si moi, je veux faire mon site web au nom de Coiffure Marie, je vais peut-être être bloquée. Donc, l'idée, c'est de vérifier que mon nom de domaine est disponible et réfléchir aussi à ce que le nom de domaine soit facilement mémorisable et identifiable. De ne pas avoir un nom qui soit trop long. Si j'ai coiffuremarie.fr, très bien. Salon de coiffure Marie à Aubervilliers.fr, ça commence à être long, plus difficile à retenir. Pour l'hébergement, là où il va falloir que je sois prudent, ça va être à qui je fais appel pour mon hébergement. Est-ce que c'est un organisme qui est agréé? Et quelles sont les prestations au niveau de la sécurité? Quel espace j'ai qui va être disponible? Le service après-vente, qu'est-ce que je vais avoir aussi comme tarif?
Toutes ces questions-là, on va pouvoir se les poser. La solution idéale, si vous partez d'une base neutre, c'est d'acheter le nom de domaine et d'héberger son site web au même endroit, puisqu'on n'aura pas besoin de rattacher le nom de domaine à mon site web. Tout va se faire vraiment lors de la création. Comment je vérifie que ma marque est disponible? Vous avez différents moyens. Moi, celui que je vous ai montré ici, c'est par exemple avec OVH Cloud, où vous allez pouvoir vérifier d'abord que la marque est disponible et vérifier sous quel format elle est disponible. Vous avez plusieurs possibilités. Le .fr, le plus commun chez nous, plus rassurant. On a quelques conditions pour être en .fr. Le .com, qui lui est plus global mais sans conditions. .net, qui est réservé normalement aux structures Internet. Et .org pour les entreprises non commerciales. Ce que nous, on a tendance à vous recommander de faire, c'est d'acheter plusieurs noms de domaine pour les rediriger vers une seule extension. C'est-à-dire que coiffuremarie.fr et coiffuremarie.com existent tous. Je suis désolée, j'ai eu un souci Internet. Est-ce que vous m'entendez? Alors, Pierre-Étienne, je ne t'entends pas. Je crois que ton micro est désactivé, Pierre-Étienne. Oui. Ah, oui, on me le dit, j'ai répondu. Ouais, j'avais coupé. Votre micro est fermé. Merci, Fabrice. Donc, je disais pour le replay, vous allez recevoir un mail avec le lien pour pouvoir visualiser le replay. Ensuite, pour le tarif d'un site internet, c'est très variable. Si vous passez par un prestataire, ça peut être de plusieurs milliers d'euros. Si vous faites vous-même, ça peut être plusieurs centaines d'euros par an. Voilà. Donc, c'est très, très variable. Ça va vraiment dépendre, et même si vous appelez un prestataire, selon le cahier des charges, selon votre demande, est-ce que c'est un site qui va être marchand vitrine? Effectivement, il y a vraiment une grosse disparité. Voilà. Quelles sont les conditions dont vous parlez? Alors, les conditions dont je parle pour le .fr, .com, .net, .org vont se rapporter réellement aux caractéristiques de votre site. Est-ce que vous produisez en France? Est-ce que vous êtes hébergé en France? Est-ce que vous vendez? Est-ce que vous êtes... vous dépendez d'une organisation? Toutes ces questions-là vont permettre de définir est-ce qu'on utilise un .com ou un .fr. Donc, je ne sais pas à quel moment mon Internet a sauté. Donc, je reprends ce que je disais. Donc, alors, au moment des points. Ça marche. Donc, vérifier que ma marque est disponible. Est-ce que le nom de mon entreprise.fr est déjà pris par quelqu'un? Et ce qu'on va nous vous recommander de faire, c'est d'aller sur... de réserver au moins votre .com et .fr. Pour une raison très simple, c'est que si coiffuremarie.fr, c'est mon site web, ça marche très bien, mais que quelqu'un me copie et fait coiffuremarie.com en redirigeant vers un site vitrine, enfin vers un site miroir, je vais perdre ma clientèle, j'ai des risques. L'idée, c'est j'achète .com, .fr et je redirige les deux vers le même site web. C'est tout à fait possible, ça ne coûte pas bien cher et ça vous permet, vous, de limiter le risque de site web miroir. Est-ce qu'on peut vendre à l'international avec un .com? C'est une question. On peut vendre à l'international avec un .com. Là où ça va vraiment changer pour choisir .com, .fr, ça va être le .com, le .fr qui est beaucoup plus strict. Globalement, l'idée du .fr, il faut que la personne morale ou le siège de l'entreprise soit en France. Pour les personnes physiques, il faut qu'on ait une marque qui soit déposée à l'INPI et qui soit résidente en France. Donc, globalement, ça va vraiment être là où est le siège social qui va jouer.
Donc voilà pour ce qu'on pouvait vous dire sur le choix, mine de rien, très important du .com, .fr, .net, .org. On a parfois des entreprises qui vont choisir du .net, du .org ou du .art. C'est des choses qui sont possibles. C'est pas forcément ce que nous, on aura tendance à vous recommander. Alors, Noémie, ces conditions, vous pouvez les retrouver directement sur un site internet. Sur Internet, vous tapez, vous avez HubSpot qui vous a fait un super article. Je vous fais patienter une toute petite seconde. Hop, je vous le mets dans le chat. Je vous ai mis un lien où vous retrouvez toutes ces informations-là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, pensez à utiliser la petite box questions, parce que sinon, Pierre, Étienne et moi, on risque de se perdre dans le chat. Comment on les achète ? Aux questions, j'essaye d'y répondre, ou sinon j'interromps Camille si je n'ai pas la réponse. Voilà. Comment on l'achète ? On l'achète sur un site comme celui-ci, OVH Cloud par exemple. Ça va se faire au moment de l'hébergement. Vous voyez, là, on avait fait, nous, le texte avec Moselle. Moselle.com était déjà pris, Moselle.fr était déjà pris aussi. Il nous a proposé une autre extension, Moselle.store, Moselle.shop, Moselle.art. Il va y avoir différentes possibilités. Et vous voyez, un nom de domaine, c'est pas bien cher. Surtout quand vous venez de créer votre site web, en général, vous avez un tarif qui est moins cher la première année. Globalement, une fois que j'ai choisi mon site web, internet et coût, qu'est-ce qui va être possible ? Soit directement depuis l'hébergeur, je choisis d'installer un CMS, soit j'achète directement le nom de domaine seul et je l'utiliserai plus tard. Si vous venez de créer aujourd'hui votre entreprise, vous pouvez très bien acheter le nom de domaine pour vous assurer qu'il ne soit pas utilisé. Je vais aujourd'hui créer mon chapeau Camille. Je veux que mon entreprise s'appelle Chapeau Camille. Je veux que personne puisse avoir un site web qui s'appelle Chapeau Camille. Même si je ne crée pas mon site web aujourd'hui, je peux déjà acheter le nom de domaine Chapeau Camille. Personne n'aura le droit de l'utiliser, il sera à moi. Et quand je me lance plus tard sur un site web, je le rattacherai directement. Dans tous les cas, je paye de toute façon mon nom de domaine à l'année. Si je veux utiliser Chapeau Camille cette année et que j'ai payé très bien, l'année prochaine, je devrais repayer un droit pour m'appeler toujours Chapeau Camille. Quand je fais le site web, donc deux possibilités. Quand je achète le nom, soit tout de suite, je passe sur un CMS. Là, vous voyez à l'écran l'exemple avec WordPress PrestaShop. Directement, depuis mon hébergeur, je dis avec qui je veux le créer. Donc, j'ai une possibilité, là, avec le cas d'OVH, de passer sur WordPress ou PrestaShop, c'est inclus. Soit sans module préinstallé. Si, par exemple, je veux aller sur WordPress, directement, je le lis. Ou alors, si je n'ai pas encore de site web, je ne me lance pas tout de suite, je peux acheter simplement mon nom de domaine et revenir plus tard pour créer mon site réellement. Dans tous les cas, les frais seront annuels. Le site web, vous achèterez votre nom de domaine à l'année. Je le paye tous les ans. Je pense que Camille a alors, vous savez... Alors, Thierry, quel coup vous parlez? Camille a un petit problème, hein, je vais en profiter pour répondre. Thierry, quel coup vous parlez de quoi pour les hébergements, pour l'achat d'hébergements, pour la création? Les noms de domaine, je suppose. Alors, ça dépend où vous êtes, mais c'est pas très cher. Hein. J'ai plus les. On va redemander à Camille qu'elle nous mette le diapo. Elle avait des exemples. Et vous pouvez aller vous pouvez vous amuser aussi à aller sur WordPress. Voilà. Vous avez des exemples là où on voit les tarifs. Alors, j'arrive pas à voir, c'est trop petit. Mais dans tous les cas, vous pouvez aller sur WordPress ou des CMS assistés. Ils vont vous donner des tarifs. Vous pouvez taper. Voilà. Quel coût pour un nom de domaine, on me demande? J'arrive pas à lire. On peut tabler sur, pour donner un chiffre, 50 €. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, une cinquantaine d'euros l'année. Alors, c'est par an, ouais. Ouais. À savoir que, là, vous le voyez à l'écran. Je suis vraiment désolée une fois de plus que ça ait coupé. J'ai des soucis internet au bureau. Il n'y a pas de problème, Camille. Donc, du coup, oui, on peut dire une cinquantaine d'euros pour avoir un chiffre. Si vous créez votre site web, en général, la première année, c'est un petit peu moins cher. En tout cas, avec OVH Cloud, c'est très souvent moins cher la première année. Et oui, on va tabler sur une cinquantaine d'euros par an. Et puis, vous avez WordPress ou je ne veux pas faire non plus comme Camille, la promotion de WordPress, mais qui vous offre des fois la première année. C'est ça. Très souvent, la première année reste très intéressante sur le tarif de l'hébergement et sur le tarif du nom de domaine. Ils vous font un packaging.
Donc, voilà un petit peu pour les aspects techniques. Donc là, pour ceux d'entre vous qui ont trouvé ce webinaire très technique, je vous rassure, on passe à du plus accessible. Là, l'idée, c'était vraiment de voir, d'un point de vue technique, je veux construire un site web, comment ça se passe. Pour rappel, donc du coup, 3 possibilités. Je fais appel à un prestataire, je fais tout moi-même, ou alors j'utilise un CMS assisté où je vais avoir une base préconçue et j'y rentre mes informations. Ça, c'est les possibilités pour créer mon site web. Quand je crée mon site web, ça inclut que j'achète mon nom de domaine, chapeaucamille.fr, et que je choisisse mon hébergement. Où est-ce que je le stocke, ce site web? Il y a des données, des informations, où est-ce que je le stocke? Voilà les aspects techniques auxquels je pense pour mon site web. Pour le site web, ce qui va venir ensuite, bien entendu, avoir un site web, c'est bien, mais l'intérêt, c'est qu'on le trouve. Si votre site web, il est créé, il est magnifique, mais personne ne le trouve, aucun intérêt. Il va donc falloir travailler le référencement de la boutique. Pour le référencement de la boutique, on va avoir du plus simple au plus compliqué, mais la première question à se poser, ça va être de se poser la question des mots-clés. L'étude des mots-clés, j'ai plein d'outils pour ça. Google Ads, SEMrush, Google Trends, qui vont me donner un petit peu des informations sur quelles sont les recherches dans ma région, par exemple. Mais l'étude des mots-clés, elle va commencer déjà de manière bien plus en amont. Vous-même, quels sont les mots-clés qui définissent votre entreprise? Si je me pose moi la question, je peux la poser à des outils, mais ce qu'on vous recommande de faire toujours, c'est de vous poser vous-même la question. Qu'est-ce que mon client ou mon prospect, le client potentiel, celui que je cherche à attirer, peut être amené à taper sur Internet pour trouver mes informations? Si maintenant je suis peintre en bâtiment, est-ce que mon client lui-même va penser à taper peintre en bâtiment Zolplan? Peut-être pas. Peut-être que ce que mon client va pouvoir chercher sur Internet, artisan peintre Meuse, peintre Meurthe-et-Moselle. Est-ce qu'il va peut-être taper peinture? Ça, vous me direz, on est assez simple. Mais si par contre j'ai des techniques qui sont spécifiques, si le client est amené à chercher une technique spécifique, est-ce qu'on la retrouve sur mon site web? Le mot-clé, ça va être tout simplement cette chose-là. Vous êtes coiffeur, vous êtes spécialisé dans les coiffures de mariage et les coiffures enfants, mais sur votre site, il y a simplement écrit coiffure homme, femme, enfant. Bah, c'est dommage parce que du coup, le jour où j'ai une recherche coiffure mariée, si je n'ai pas le mot-clé, j'apparais pas. Le mot-clé, ça n'a pas quelque chose, il ne faut pas voir ça comme quelque chose d'insurmontable. C'est un vrai travail à faire de vous poser la question, qu'est-ce que mon client peut être amené à rechercher? Qu'est-ce qui est intéressant à mettre en valeur? Vous faites plein de choses, vous le savez, pensez simplement à le mettre sur écrit. Donc, le mot-clé, première démarche, je me pose moi-même la question, qu'est-ce que mes clients peuvent chercher sur Internet? Et ensuite, je vais pouvoir aller plus loin avec des outils comme Google Ads, SEMrush, Google Trends, qui vont me donner des informations beaucoup plus générales et qui vont pouvoir me permettre aussi de suivre les tendances de recherche. Sur mon site web, je vais pouvoir améliorer de cette manière-là, du coup, les contenus textes, les fiches de mes articles. Les contenus textes, je vais pouvoir les optimiser, mettre un maximum d'informations, être aussi descriptif que possible tout en restant pertinent. Il va y avoir aussi les fiches articles que je vais pouvoir travailler avec des backlinks, mettre des liens vers mes partenaires, et mon processus, penser à bien mettre les mentions, ça on en parlera tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment d'optimiser tout le texte qui va pouvoir être visible par vos clients, mais c'est ce qu'on va voir là sur la partie gauche de l'écran. Il va falloir aussi optimiser tout ce que mes clients ne voient pas forcément. Les métadonnées, les balises titres, tout ce genre de choses va être vraiment très important. Je vais travailler à la fois les métadonnées et la structure du site web, son arborescence, comment je les construis, titre, sous-titre, sous-titre 1, sous-titre 2, les balises, balise du titre 1, du titre 2. Donc, à la fois, je vais travailler le référencement de ma boutique avec les mots-clés, mais aussi ce qu'on a sur le côté gauche de l'écran, tout ce qui va concerner la structure de mon site web, qui ne va pas être forcément visible pour mes clients. Et sur la partie droite de l'écran, tout ce qui va être visible pour mon client. La rédaction de mes textes, de mes fiches produits, de mes descriptions. D'une part, qu'est-ce que mes clients cherchent sur Internet? Qu'est-ce qu'une balise, on me demande? Alors, les balises sur un site web. La balise titre, ça va être simplement, en fait, c'est en code. On ne parle pas de titre, on parle de balise titre. Les langues de balisage, en fait, c'est les classes de langage spécialisées dans l'information textuelle. L'idée, c'est une unité de syntaxe, en fait. La balise titre, ça va être, vous avez votre titre, nos produits. La balise titre, ça va être ce qu'on va mettre en dessous.
Comment adresser l'aspect multilingue pour les métadonnées mots-clés? Alors, on a une question de Philippe qui est intéressante. Comment je fais pour améliorer l'aspect multilingue des métadonnées si je vends par exemple énormément en France, en Allemagne? Plusieurs possibilités qui vont dépendre si votre site internet est traduit ou non. Si votre site internet est traduit, on va avoir en fait deux versions du site, en général, deux versions du site web. Donc, on travaille le référencement sur chaque version du site web. Si j'ai une seule version de site web, il peut être effectivement intéressant de travailler directement le référencement double langue. Quand c'est une langue commune comme l'anglais, c'est très souvent plus simple parce qu'il y a des mots qu'on peut utiliser qui seront compris pour les Français puisqu'on utilise beaucoup d'anglais. Dans le cas d'une langue comme l'allemand, ça peut être plus complexe. C'est là, du coup, que vient la question à se poser. Est-ce que ce serait pertinent de traduire l'ensemble de mon site web ou est-ce que je vais améliorer par exemple, les deux ou alors ne pas faire de compromis? Nos tarifs / tarif, c'est pas un bon exemple puisqu'on l'utilise dans les deux langues, mais on peut avoir très bien un / par exemple avec la version dans une deuxième langue. Une autre question de Christian qui revient un petit peu sur le sujet de tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'on peut héberger son site soi-même? On peut héberger son site Alors, Ah. Question. Quand vous dites l'héberger moi-même, est-ce que vous entendez par là que vous le stockez sur votre propre disque ou vous entendez de le faire vous-même sans passer directement par l'hébergeur? Parce que du coup, on va répondre aux deux cas. Vous êtes obligé de payer un hébergeur. Vous ne pouvez pas dire j'héberge mon site web sur mon propre disque dur. Globalement, ça ne se fait pas. Vous allez avoir le choix entre plein de prestataires. Nous, on vous a montré OVH, il n'y a pas qu'OVH qui existe. Mais vous allez forcément devoir l'héberger quelque part. Et si votre question, c'est l'héberger vous-même sans passer par WordPress ou quoi que ce soit, c'est tout à fait possible. Vous pouvez choisir de créer votre site web prestataire A et vous faites appel à un prestataire B pour l'héberger. C'est généralement quand même plus simple de faire appel à la même prestataire, ne serait-ce que pour ne pas avoir à faire l'effort de devoir le rattacher à l'hébergeur, mais c'est tout à fait possible. Alors Camille, comme il y a certaines personnes qui rajoutent un lien vers leur serveur en hébergeant, mais c'est dangereux au niveau sécurité. Niveau sécurité informatique, effectivement, c'est pas super. On vous remettra le lien de toute façon des replays des webinaires. On a un webinaire qui a eu lieu l'année dernière qui vous explique un petit peu justement tous les risques de vouloir trop faire soi-même, de ne pas avoir une grosse norme. C'est pour ça aussi qu'on disait avant que le choix du prestataire, il est important parce qu'en termes de sécurité informatique, quand vous faites appel à un hébergeur, c'est aussi l'hébergeur qui travaille à la sécurité de vos données. Aussi bien pour vous, pour pas que le site web tombe, que pour vos clients, pour pas que leurs informations puissent être compromises. Tout ça, le choix de l'hébergeur va être vraiment, vraiment très important. Donc, quand j'ai ma boutique, je vais pouvoir travailler le référencement de ma boutique, l'améliorer au maximum, directement mon site web, mais je vais pouvoir faire aussi appel à tout ce qui est à côté du site web. Je vois qu'on a pas mal d'habitués, donc certains qui ont déjà suivi le webinaire que j'avais animé sur le référencement local. Là où ça va jouer aussi, ça va être de travailler la visibilité de la boutique avec, par exemple, le référencement local. L'outil dont on vous parle le plus, mais qui est vraiment au cœur des sujets, c'est Google My Business. Google My Business, pour la plupart d'entre vous, je vois qu'on a beaucoup d'habitués, ça doit vous parler. S'il y en a à qui ça ne parle pas, Google My Business, c'est cette petite chose-là qui se trouve à droite de votre écran. Quand vous faites une recherche sur Internet, vous allez trouver une petite fiche avec les informations d'une entreprise. Cette fiche, c'est au chef d'entreprise de la créer. Cette fiche va reprendre les informations les plus importantes, la localisation, les contacts, les photos, les liens vers le site web et les réseaux sociaux. C'est là justement que ça nous intéresse, nous, aujourd'hui. Les produits et services, pareil, ça va nous intéresser parce que ça va pouvoir rediriger directement vers notre boutique et les avis. Les avis vont influer énormément sur votre référencement, mais là, du coup, on parle de deux choses. On parle de Google My Business, qui va reprendre les informations de votre entreprise. Donc, l'idée, c'est que si je trouve votre Google My Business et que votre site web y est référencé, ça va faciliter le référencement de ce côté-là. Ça permet à l'algorithme de Google de comprendre que votre site web est relié à votre entreprise et que ça marche. Vous allez auto-alimenter la donnée. Mais Google My Business, vous allez devoir travailler le référencement également. Ça, je vous inviterai à regarder le replay du webinaire qu'on a vu sur le référencement local et je vous parlerai après d'une solution d'accompagnement qui existe. On a une question de Noémie, si je peux créer une page Google My Business si je n'ai pas de boutique, bien sûr que vous pouvez créer une page. La seule chose à faire, c'est d'être sûr que l'entreprise, elle est effectivement créée. Une fois que l'entreprise est créée et déclarée, je peux créer ma page Google My Business. Si par exemple, je suis
plombier, je n'ai pas de boutique, je me déplace uniquement chez les gens. Je peux créer une page de boutique, une page Google My Business de service où je vais marquer la zone desservie. Je travaille sur l'ensemble de la Moselle Nord. Je vais préciser à Google cette chose-là et Google me mettra en avant dans ces quartiers-là. Vous pouvez créer une page, vous n'êtes pas obligé d'avoir un établissement physique. Quand vous la créez, Google vous pose la question. Est-ce que vous souhaitez préciser la zone sur laquelle vous travaillez ou est-ce que vous souhaitez mettre l'adresse d'une boutique ou d'un siège social? Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et Google My Business va être vraiment intéressant là-dessus puisque l'optimisation Google My Business est relativement simple par rapport à du référencement pur et dur de site web. Vous pouvez le travailler plutôt simplement et le site web, dès qu'il y a un site web, directement, il se trouve sur ma fiche Google My Business, c'est pas mal. Je vous reparle juste après de Google My Business puisqu'on a une formation qui va ouvrir sur Google My Business qui est gratuite et qui pourra intéresser plusieurs d'entre vous. On a fait le choix de vous en parler en avant-première puisqu'on avait fait déjà un webinaire sur le référencement local et vous aviez été plusieurs à nous demander de l'accompagnement là-dessus. Je vous en reparle juste après. Est-ce légal de faire de notre logement perso une boutique? Alors Noémie, ces questions-là, je vous invite vraiment à les voir avec votre conseiller entreprise parce que ça peut être légal. Vous pouvez faire une boutique dans votre logement, mais on va avoir des conditions. Déjà, tout dépend si on entend showroom, boutique ou essayage, mais il va y avoir des règles qui vont s'imposer à nous. À partir du moment où vous devenez un établissement qui reçoit du public, il va y avoir des déclarations à faire, il va y avoir besoin d'accompagnement et on va avoir vraiment un cahier des charges qui sera plus important. On ne peut pas juste recevoir les gens chez nous. Il faut qu'on fasse des demandes préalables. Je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec votre conseiller entreprise. Je ne sais pas dans quel département vous êtes situé, mais votre conseiller entreprise sera vraiment le meilleur interlocuteur là-dessus puisqu'il y a plusieurs interlocuteurs à qui il faudra faire cette déclaration. La chambre de métier, oui, bien sûr. Donc, le webinaire aujourd'hui, dont on vous le présente, c'est la chambre de métier et de l'artisanat et votre conseiller entreprise à la chambre de métier est là pour répondre à toutes vos questions sur tous les aspects de l'entreprise. Vous êtes dans quel département, Noémie? Au Rhin. Donc, Léa Macha peut peut-être vous répondre. Quel métier elle fait, Noémie? Alors, je n'ai plus le métier de Noémie en tête, mais en tout cas, Noémie, si jamais vous n'arrivez pas à les contacter, on vous laisse à la fin nos coordonnées à nous. N'hésitez pas à aller vers le conseiller, même numérique. Créatrice bougie, oui, Léa Macha. Léa Macha. Pensez si vous avez une boîte aux lettres, hein, normalement. Ça doit correspondre à votre boîte aux lettres. À la fin du webinaire, on vous remettra les coordonnées. Je vous les mets là. Ça, c'est valable pour tout le monde si vous voulez prendre rendez-vous avec vos conseillers numériques. Mais n'hésitez pas, s'il y a besoin, ils rebasculeront votre demande directement vers votre conseiller entreprise. Voilà un petit peu pour ce qu'on pouvait vous dire là-dessus. Donc, le référencement, il va commencer dès la construction de mon site web. L'arborescence de mon site web va influer mon référencement. Toutes les informations que je mets sur ce site web, les descriptions, les métadescriptions également. Je vais avoir d'autres outils qui vont améliorer aussi le référencement de mon site web. La page Google My Business, mes réseaux sociaux si je renvoie de manière intelligente vers mon site web. Je vais avoir aussi la possibilité d'utiliser des outils de trafic. Si je mets les articles sur ma page Google My Business avec un lien vers mon site web, ça va me ramener plus facilement, mais ça va marcher aussi sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, Instagram ou Pinterest, vous avez la possibilité de créer des boutiques. Et ces boutiques, vous pouvez les renvoyer directement vers votre site web. Là, je vous ai mis l'exemple d'une artisane mosellane où la boutique, je vais avoir différentes petites cartes à vendre. Si je clique dessus, ça va me renvoyer directement vers le site web. Ça va améliorer le référencement de mon site web puisque j'ai des gens qui passent d'un réseau social vers mon site web. Ça marche aussi si simplement vous faites un post sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à passer commande et je mets ensuite un lien vers mon site web. Sans même avoir de boutique, les réseaux sociaux peuvent vraiment faciliter le renvoi vers ma boutique. Donc, comment je vais faire si j'ai envie de relier ma boutique Facebook, par exemple, à ma boutique physique du site, à ma boutique en ligne du site internet, je vais pouvoir aller directement sur le gestionnaire des ventes de la Meta Business Suite et je vais pouvoir ajouter soit mes produits manuellement, soit je vais pouvoir ajouter le pixel Facebook. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à revoir le webinaire qui a été animé par la Chambre de métier d'Alsace il y a quelques semaines sur l'utilisation d'une boutique Facebook.
L'idée, vous l'avez compris, que ce soit avec Google My Business ou avec les réseaux sociaux, c'est autant que possible de vous renvoyer les clients vers votre page Facebook, vers votre site web. L'idée, vraiment, un maximum, je vais avoir la boutique qui existe sur Internet et je vais renvoyer les gens dessus. Aussi bien en faisant même de la publicité de manière verbale, pensez à aller sur notre site web, en invitant les gens via Google à se rendre vers notre site web et via les réseaux sociaux, soit comme on l'a là à l'écran avec une boutique, soit avec même du texte. Aujourd'hui, je fais un post avec une photo de mon nouveau sac. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site web pour plus d'informations avec un lien. L'idée vraiment, je crée mon site web, mais j'amène les gens sur ce site web. Et c'est un cercle qui est vertueux. Plus j'ai de monde qui va sur mon site web de diverses manières possibles et imaginables, plus mon site web apparaîtra haut dans les recherches puisque l'algorithme apprend à faire confiance. L'algorithme Google, par exemple, s'il comprend qu'il y a du monde qui vient des réseaux sociaux, de Google My Business, directement en cherchant votre nom, il se dit « Ok, ce truc-là est important », il vous met plus facilement en avant. Plus vous avez de visites, plus les gens passent de temps sur votre site web, plus votre site web sera facilement mis en avant. Aujourd'hui, le webinaire du jour n'était pas simplement sur le site web, mais sur le site web marchand. J'ouvre ma boutique en ligne. Donc, quand j'ai une boutique en ligne, un élément qui est important à prendre en compte, ça va être les solutions de paiement. Quand j'ai ma boutique en ligne, globalement, ce que les utilisateurs choisissent, pour 80%, c'est les paiements par carte bancaire. On a 11% qui acceptent également les paiements par portefeuille en ligne. Tout le reste des chiffres, ça va être soit les paiements sur place, soit les paiements par envoi de chèque. Donc, globalement, les deux solutions principales, ça va être les paiements par carte bancaire ou les portefeuilles en ligne. Portefeuille en ligne, ça va simplement être PayPal, par exemple. Lydia, toutes ces choses-là, ça va être des portefeuilles en ligne. Donc, comment, si j'ai un site web, je vais faire? En 2 temps. La première partie, je fais une demande auprès de ma banque qui va, elle, installer en général directement un module ou me donner un code. Donc, le paiement, je prends rendez-vous avec ma banque sur mon compte professionnel. Je reçois soit directement un module de la banque, soit un code. Et ensuite, je l'installe directement sur mon CMS. C'est une option. Les frais à prendre en compte. Si je fais appel à une banque, je vais avoir le contrat, l'abonnement, parfois la commission. Tout dépend comment est rédigée cette chose-là. Je ne peux pas vous donner un tarif réellement puisque c'est vraiment des questions qui vont dépendre de vos contrats. Parfois même dans vos contrats professionnels, vous avez déjà une clause. Donc ça, à vérifier avec vos conseillers bancaires. Et dans le cas des portefeuilles en ligne, PayPal par exemple, ce que je vais prendre en compte, c'est les commissions, les frais de transfert. Est-ce que je vais avoir une commission à chaque paiement? OK. Et les frais de transfert. Je vais avoir des achats sur mon portefeuille en ligne. Le jour où j'ai 1000 € sur le portefeuille en ligne et que je veux les ramener vers mon compte bancaire, je vais avoir des frais de transfert. À combien ils s'élèvent? C'est des choses qui sont importantes pour vous. Il n'y a pas une solution qui est meilleure que l'autre. Bien entendu, la carte bancaire, j'ai plus de monde qui a une carte bancaire que de monde qui a des portefeuilles en ligne comme PayPal. Je peux proposer l'un ou l'autre, l'un et l'autre. C'est vraiment un choix à faire de votre côté en vous posant la question de qui sont mes clients. Est-ce que j'ai des paiements uniquement en France? Est-ce que j'ai des paiements en Europe? Et si j'ai des commissions, des frais de transfert, par exemple, à partir de quel montant c'est intéressant pour moi? Tout ça, c'est des questions qui appartiennent vraiment qu'à vous. Il faut vous les poser. Ne pas hésiter à voir avec votre banque les frais sur un site web, les frais pour un compte sur le site web, les différentes possibilités. Camille. Oui. Donc, je connais un petit peu la réponse, mais sur Instagram, est-ce qu'il faut un site web pour pouvoir vendre en ligne? Pour pouvoir vendre, alors, 2 choses, vous pouvez vendre en ligne sans avoir de boutique puisque vous pouvez travailler par message, ce genre de choses. Deuxième chose, pour renvoyer vos produits sur la boutique Instagram, soit il vous faut une solution de paiement, vous passez uniquement directement par Instagram, soit nous, ce qu'on a tendance à vous conseiller quand même, c'est d'avoir Instagram qui redirige vers votre site web puisque c'est le meilleur moyen de vous protéger. Conditions générales de vente, droit de rétractation. Sur Instagram, on n'a pas un cadre aussi ficelé que sur votre site web. Donc, il est possible de vendre sans avoir une boutique, mais pour autant, ce n'est pas forcément ce que moi, j'aurais tendance à recommander. Je ne sais pas si toi, Pierre-Étienne, tu voulais ajouter quelque chose à ça. Si, vous avez des possibilités de solutions de paiement, ils prennent des toutes petites commissions et il y a 2 solutions où vous pouvez, sans avoir de site, créer un lien de paiement.
C'est-à-dire que vous allez envoyer un lien et la personne va pouvoir être redirigée pour avoir une interface de paiement. Il y a billets web, c'est pas trop mal, je trouve, et With Event. Alors, c'est des solutions de réservation et de paiement. Donc, ils gèrent aussi vos stocks. Donc ça, c'est plus adapté dans le cadre de ventes relativement anecdotiques en ligne. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, si c'est pour faire une vente de temps en temps, ça va bien marcher, ça peut le faire. Si par contre, vraiment, votre but, c'est de vendre en ligne et on a plusieurs colis par jour, c'est une solution qui n'est pas viable sur On le est long dans terme. du bricolage. C'est ça, voilà. C'est vraiment, on est à l'étape 1. Vous venez de commencer, vous voulez essayer, pourquoi pas. Mais sur le long terme, si on voit que ça marche, si ça vous plaît, il faudra passer sur une autre solution. Donc, on a parlé un petit peu des solutions de paiement. La partie qui est toujours un petit peu moins sympa, mais qui est super importante, vraiment, si vous avez suivi le webinaire, c'est la partie qu'il vous faut quand même écouter. Un site web, il y a aussi des dispositions légales. Sur votre site web, obligatoirement, il va falloir les mentions légales. Ça va être simplement en fait votre identité, la raison sociale, la forme juridique, le SIRET, toutes ces choses-là. Les conditions générales de vente, les clauses du contrat entre le client et le site e-commerce. Ça va être toutes les informations commerciales, la caractéristique de vos biens, les droits de rétractation, les garanties commerciales, toutes ces choses-là. La politique de confidentialité, donc ça, c'est les informations que vous collectez avec le site web. Donc, quels sont les types de données que vous récoltez? Quelle est la raison de leur collecte? Qu'est-ce que vous allez en faire? Combien de temps vous les gardez? Si je veux qu'on les supprime, comment ça se passe? Et enfin, les paramètres de gestion des cookies. Le bandeau, si vous avez des cookies, un bandeau qui apparaît en bas, le type de cookie utilisé, fonctionnel, optionnel, et la possibilité de changer. Alors, on a une question, comment choisir les conditions générales de vente? Les conditions générales de vente, il faut que vous les écriviez. C'est vraiment hyper important. Vous avez des modèles en ligne, attention à ne pas faire un copier-coller bête. C'est vraiment les conditions générales de vente, c'est ce qui vous protège. Aujourd'hui, si vous n'avez pas des conditions générales de vente qui sont bien écrites ou voire pas du tout de conditions générales de vente, j'achète un produit chez vous, je veux le retourner, comment ça se passe? C'est un moyen de vous protéger. Vous faites un chantier, vous avez mis des conditions, vous les avez dites de manière orale. Le client, s'il se retourne contre vous, les conditions générales de vente, elles servent aussi bien à protéger le client qu'à vous protéger vous-même. S'il y a un achat qui existe, comment ça se passe? Si je veux retourner le produit, si je change d'avis, s'il y a un retard de paiement, toutes ces choses-là, elles sont vraiment très importantes. Nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est aller rédiger et aller faire relire par un avocat. Dans les chambres de métier, vous avez des permanences juridiques où vous pouvez faire appel à quelqu'un qui regarde un petit peu avec vous. Mais n'hésitez pas, c'est vraiment pas des dépenses superflues. C'est pour ça que c'est la partie où je vous disais, la partie qui a tendance à pas toujours trop intéresser nos artisans. Mais pour autant, c'est dommage parce que c'est vraiment, vraiment très important pour vous protéger. On entend suffisamment de cris alarmistes sur les sites web. Nous, ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite vous faire, mais simplement vous rappeler de vous protéger. Aussi bien d'un point de vue de sécurité informatique, en ayant un bon choix d'hébergeur, en ayant aussi les bonnes pratiques, mais aussi au niveau des dispositions légales. Très, très important de penser à vous protéger en écrivant des conditions générales de vente qui soient exhaustives. Alors, il y a quelqu'un qui a répondu à la question d'avant parce qu'il y a le chat et il y a les questions. Je préférerais que vous posiez les questions dans le chat, comme ça tout le monde les voit. Il y a la possibilité de faire des virements. Oui, alors ça veut dire que vous envoyez votre RIB à la personne. Pourquoi pas, mais bon, là aussi, on est un peu dans du bricolage. Par contre, il n'y a pas de commission, c'est l'avantage. Alors, il n'y a pas de commission sur le virement, mais mis à part sur un virement immédiat, vous n'avez pas tout de suite, il n'y a pas de solution immédiate. Si aujourd'hui, vous me faites un virement, je dois attendre de vérifier sur mon compte bancaire que j'ai bien eu l'argent avant de vous l'envoyer. Je n'ai pas la même traçabilité. Si aujourd'hui, vous me faites un virement et que demain, on dit que en fait, vous étiez fait voler ci ou ça, on est quand même dans du bricolage. Et ne pas oublier que quand vous envoyez votre RIB, un RIB, ça marche dans les deux sens. Un RIB, ça marche quand vous êtes acheteur, ça marche quand quand vous-même vous vendez. Si maintenant, vous m'envoyez votre RIB pour que je fasse un achat et que j'utilise votre RIB dans un autre cadre, comment vous vous protégez si vous avez envoyé votre RIB à 100 personnes? Comment vous savez lequel de ces 100 personnes a utilisé votre RIB? Le RIB, c'est possible, mais on fait attention. Et puis, d'un point de vue comptabilité, il faut après être vraiment bien à cheval pour avoir les informations. Quel virement correspond à quelle commande? C'est important. Pouvez-vous me donner des liens? Vas-y, Camille.
Alors, pouvez-vous nous donner des liens précédents webinaires concernant la création de sa boutique en ligne ou l'hébergement? Oui, de toute façon, vous retrouvez tout ça directement sur le site web. Je vous remets le lien directement du site web de la Chambre de métiers Grand Est, où vous retrouvez l'ensemble de nos webinaires. Vous avez des webinaires sur tous les sujets, pas seulement sur le numérique, développement durable, économie, métiers d'art, etc. Voilà, vous avez tout directement sur le site web. Donc, voilà globalement, nous, ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur ouvrir sa boutique en ligne. L'idée, c'était pas d'entrer dans le détail, mais vraiment d'avoir quelque chose de général. Si je veux ouvrir ma boutique en ligne, à quoi il faut que je pense? Quels sont les éléments qui doivent attirer mon attention? Donc, ce qu'on a dit, globalement, 3 possibilités pour créer mon site web. Je fais appel à quelqu'un, je fais tout moi-même ou j'utilise une solution préconçue. Attention à plusieurs choses. Est-ce que mon nom de domaine est disponible et où est-ce que j'héberge? Selon mon hébergement, selon le choix de mon hébergement, je n'aurai pas forcément les mêmes tarifs ni les mêmes critères. Pierre-Étienne, vous le rappelez, attention à la cybersécurité. Choisir un hébergeur de confiance, c'est aussi s'assurer de la sécurité. Ensuite, une fois que mon site web est créé, comment je fais en sorte qu'il marche? 2 axes. Un premier axe sur la construction, l'ossature, un deuxième axe sur l'optimisation. Aussi bien ce qui est visible pour le client que ce qui ne l'est pas. Les balises, mais aussi les descriptions, le texte. Ensuite, amener un maximum de monde sur ma boutique en ligne grâce aux autres outils. On a cité Google My Business et les réseaux sociaux puisque ça va être vraiment les essentiels. Et un rappel, la partie qui n'est pas la plus sympa, mais je garde en tête les dispositions légales. Si je crée un site web, je pense à bien mettre mes mentions légales, mes conditions générales de vente en avant. Sur le site web, ce à quoi je dois penser aussi, ça va être tout ce qui touche à mes solutions de paiement. Si je veux vendre en ligne, quel coût ça a pour moi aussi et comment je me protège, très important. L'essentiel vraiment de ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Vous pensez aussi, si le jour où vous souhaitez créer votre site internet, pensez à prendre rendez-vous avec votre conseiller numérique ou conseiller entreprise. Il y a parfois des subventions qui sont possibles pour la création d'un site internet. Vous pouvez aussi vous former auprès de la chambre de métier pour créer votre site web. Vous venez et un formateur de la chambre de métier crée avec vous le site web. C'est intéressant aussi. N'hésitez pas à vraiment faire appel à vos chambres de métier pour toutes ces questions-là, puisqu'on vous le rappelle, chambre de métier, on est là vraiment tout au long du projet. Des actions de sensibilisation comme aujourd'hui, mais aussi des diagnostics pour faire le point de ce qui existe aujourd'hui dans l'entreprise, comment on peut l'améliorer, de l'accompagnement pour améliorer ensemble et même de la formation si vous voulez apprendre. L'exemple du site web, vous souhaitez créer votre site web, vous pouvez vous rendre à la chambre de métier et en groupe travailler vraiment sur ces questions-là. Donc, je vous en parlais un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas la source française. La plateforme qui a fait un partenariat avec la Chambre de métier qui est plutôt intéressante. Pierre-Étienne, je te laisse peut-être glisser un mot sur la source française, c'est plus ton domaine. Oui. Alors, je rappelais ce que disait Camille, je vais au bout. Il y a des aides de la région si vous êtes en société, si vous êtes en entreprise individuelle ou en micro, ça marche pas. Mais si vous êtes en société, vous pouvez avoir des aides pour vous accompagner et pour dans l'achat de votre site internet et la création de votre site. La source française, c'est un site qui va être présenté le 23 mars. C'est une plateforme qui met en relation des créateurs, des fournisseurs sur le Made in France. Donc là, c'est aussi pour réseauter et puis pour déboucher et puis pour trouver de nouveaux marchés. Donc je vous invite à suivre ce webinaire le 23 mars avec Lise Pesta, qui est quelqu'un de très pointu aussi sur tout ce qui concerne les marchés publics, la commande publique et puis toutes les relations que vous pouvez avoir avec le marché, avec les collectivités. Donc la source française, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui est très intéressant. Ça va aussi sur la marque Élysée, ça va sur plein de choses, sur toutes ces questions-là. Voilà. Camille, tu es toujours là? Oui. Donc je vous ai mis le lien. Ok. Je vous ai mis le lien d'inscription à ce webinaire sur le chat. N'hésitez pas, ça peut être intéressant quand même dans pas mal de cas. C'est un webinaire qui sera rapide, un petit peu comme celui de ce matin. Le but, vous pouvez l'écouter même d'une oreille, c'est de connaître un petit peu ce que l'écosystème vous propose. Et l'autre chose dont je vous ai un petit peu parlé avant, donc on a parlé du référencement local. Aujourd'hui, la Chambre de métier, on vous propose des ateliers donc, sous forme de travail à distance.
L'idée, c'est de vous accompagner sur le référencement local, donc Google My Business, mais pas que. On en avait parlé lors du webinaire qu'on avait eu ensemble sur le référencement local au début de l'année. On en a reparlé un petit peu aujourd'hui. Vous aviez pas mal de demandes. Donc, on a créé une solution. Donc, sous forme de 2 sessions, vous travaillez le référencement local directement avec un conseiller de la chambre de métier. Celui-ci, le premier, sera animé par Nora Demangeon, que vous connaissez certainement pour les habitués. L'idée, vraiment, c'est de travailler ensemble. Là, dans les webinaires, on vous explique globalement ce que c'est. Dans ces ateliers-là, l'idée, c'est vraiment de travailler de A à Z votre référencement local. On crée la page, on l'optimise, on analyse les statistiques. Alors, je n'ai pas la bonne version de mon diapo, mais ce n'est pas grave, je vous remets les conditions tout de suite. Donc, cette chose-là, elle est financée donc, par BPI, France Num et en partenariat donc, avec la Chambre de métier. La formation, elle est gratuite sur critères. Cette formation, elle est gratuite pour toutes les entreprises ayant 2 ans d'existence et un chiffre d'affaires annuel supérieur à 15 000 € sur les 3 derniers exercices. Donc, cette chose-là, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. On vous met aujourd'hui les liens d'inscription en priorité pour nos abonnés, pour nos 1, 2, 3, pour ceux qui suivent nos webinaires de manière régulière, parce que vous nous avez fait remonter des vrais besoins. Une fois qu'on aura du monde inscrit via les webinaires, on ouvrira aux autres artisans. Si vous avez dans vos connaissances des gens que ça peut intéresser, n'hésitez pas. C'est ouvert donc à toutes les entreprises ayant 2 ans d'existence et un chiffre d'affaires d'au moins 15 000 sur les 3 dernières années fiscales. Donc, si votre fiche Google My Business, elle n'est pas créée ou alors elle est créée, mais il y a encore vraiment du boulot, ça peut être l'occasion. La manière dont ça se passe, c'est 2 matinées de il me semble que c'est des matinées à vérifier avec Madame Demangeon. C'est en tout cas 2 sessions où vous travaillez, on répond réellement directement à vos besoins, on se concentre uniquement sur votre entreprise. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, je vous ai mis le lien dans le chat. Si vous avez d'autres questions, contactez directement vos conseillers numériques ou vos conseillers entreprises, on vous redirige aux besoins. Voilà. S'il y a une petite question qui est en stock là. Elle est intéressante cette question parce que c'est par rapport à Etsy. Beaucoup d'artisans d'art sont sur Etsy. Alors, il y en a qui vendent bien parce que ça leur donne une visibilité nationale, voire internationale. Et Sylvia Martinez crée des chapeaux absolument magnifiques, mais elle a du mal à faire démarrer ses ventes sur Etsy. Qu'est-ce que tu en penses, Camille? Est-ce qu'on peut la conseiller? Alors oui, on peut la conseiller. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'annonce juste nos prochains webinaires. Comme ça, on aborde ensuite votre question et je coupe l'enregistrement. Donc, les prochains webinaires, on a la semaine prochaine un webinaire sur la stratégie e-commerce, réfléchir avant de se lancer. Le 20 mars, on aura un webinaire sur le référencement local. Avoir un site web, c'est bien. Le trouver, c'est mieux. Les clés du référencement. Et le 23, on a donc la présentation de la source française. Pour tous ceux que ça peut intéresser, n'hésitez pas.